Oui. Georges, tu peux y aller. Bien, bonjour à tous. Merci d'être à nouveau rassemblés pour ces deux webinaires consacrés au microbiote associé aux plantes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette exploration et je passe la parole à Thierry Langin qui va nous présenter l'orateur d'aujourd'hui, Yvan Mohen-Locose. Merci Georges. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yvan Mohen-Locose pour continuer, comme l'a dit Georges, un peu ces présentations autour de l'interaction des plantes avec leur microbiote. Donc, juste avant de lui passer la parole, voilà quelques mots sur son parcours. Donc, Yvan est ingénieur agronome. C'est un diplôme qu'il a obtenu en 86 à Supagro Montpellier. Et je dirais après, quelque chose qui caractérise son parcours, c'est une grande mobilité géographique, puisqu'il a passé sa thèse à l'Université du Texas, donc il a soutenu en 93, et puis après il a enchaîné avec deux stages postdoctoraux, un à l'Université de Cork en Irlande, qui a été suivi par un second postdoc à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Et enfin, voilà, Yvan s'est posé à Lyon lorsqu'il a été recruté professeur à l'université de Lyon 1 en 97. Et dans le cadre de ce recrutement, il a rejoint l'UMR d'écologie microbienne, dans laquelle il est toujours et dont il a été le directeur d'unité pendant une dizaine d'années, de 2010 à 2020. Et au sein de laquelle il est toujours… alors, il a été responsable et maintenant… Je mentionne qu'il est co-responsable de l'équipe Rhizosphère. Et les thématiques de l'équipe, qui traduisent un peu les compétences et le parcours d'Yvan en écologie microbienne, c'est l'adaptation des bactéries symbiotiques à la rhizosphère, l'écologie des communautés microbiennes toujours dans la rhizosphère et l'écologie microbienne des milieux souterrains. Donc, on voit voilà, que sont ces domaines de compétences. Et aujourd'hui, voilà, il va prolonger le webinaire de Christophe Mougel pour nous parler des pistes de contrôle et d'amélioration des interactions plantes-microbiotes, alors y compris par modification génétique de la plante, modification génétique dont il est précisé dans le titre qu'il faut les prendre au sens large. Mais il va nous expliquer tout ça et sans plus attendre, je lui passe la parole. À toi, Yvan. Ok, eh bien, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs pour cette opportunité de venir faire ce webinaire. Peut-être un mot pour commencer sur le titre. C'est vrai que c'est un titre qui est un peu baroque comme ça, là. On m'avait dit, bah, tiens, ça c'est un titre de travail, ça peut se finaliser. Puis le temps que je réagisse, etc., pof, il était parti. Alors, mais je me le suis fait expliquer quand même parce que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire modification génétique au sens large. J'ai compris que la deuxième partie du titre, c'était des instructions pour dire Yvan, t'oublie pas que c'est bourré de végétalistes chez nous. Ce qui nous intéresse, c'est les aspects génétiques et il faut prendre cet aspect-là en compte dans la présentation. Donc, message reçu. Je ne vais pas, moi, directement vous parler de modification génétique parce que je ne suis pas un généticien de la plante. Par contre, je vais essayer de mettre en perspective les aspects microbiotes qui sont importants dans ce contexte-là. Donc, plutôt sur la base des connaissances dont on dispose, finalement, s'agissant de ce microbiote, qu'est-ce qu'il est important à prendre en compte et comment est-ce que peut-être on pourrait le faire. Alors, effectivement, c'est une suite un peu du séminaire qu'avait donné Christophe Mougel. Donc, je ferai à plusieurs reprises référence à des choses qu'il nous a déjà racontées. Et puis, je me souviens que tout le monde n'est pas microbiologiste aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire une présentation la plus accessible possible. Et puis, ma foi, quand je vais m'aventurer sur les aspects de génétique de la plante, si je dis une bêtise ou deux, vous me pardonnerez. Ok, alors justement, Christophe, il nous avait dit, attention, les plantes sont en interaction avec des micro-organismes, mais c'est dans un contexte plus général encore avec d'autres partenaires biologiques
comme des vers de terre, des insectes, des trucs comme ça. Voilà. Alors sur ce dessin, on a les principaux types de micro-organismes auxquels les plantes sont confrontées, champignons, bactéries et archées et protozoaires. Je ne rentre pas dans le détail de tout ça, mais c'est vrai qu'une particularité de la plante, c'est qu'en fait, elle va se retrouver en contact avec toutes sortes de micro-organismes. Et bien sûr, une partie de la plante est dans le sol. Alors, les racines sont au contact des micro-organismes du sol, mais on voit aussi qu'au niveau des parties aériennes, il y a toutes sortes de micro-organismes également qui vont se retrouver présents. Et on peut définir ainsi des microbiomes distincts pour chacun des types d'environnement que procure la plante. Donc, on nous dit par exemple, là, il y a le microbiome de la rhizosphère. Et puis, il y a le microbiome de la phylosphère et c'est tout comme ça. Bon, alors, ça fait beaucoup de micro-organismes un petit peu partout sur la plante, quelquefois même à l'intérieur de la plante. Et alors, ces micro-organismes, quand on dit qu'il y en a beaucoup, c'est quoi exactement ce beaucoup? Et Christophe nous avait expliqué que, ma foi, on a un niveau de diversité microbien qui est très élevé. Et pour donner un ordre d'idée, ça c'est un travail des collègues dijonnais, ils ont recensé sur le territoire français de l'ordre de 1300 genres bactériens. Donc à tout ça, il faut rajouter aussi les genres de champignons, etc., les protistes et compagnie. Bon. Et là-dedans, ce que l'on voit, c'est que eh bien, dans les 1300 genres et quelques répertoriés, il y en a en gros une cinquantaine qui sont majoritaires. Et ceux-là, ils sont retrouvés dans plus de 75% des 2000 sites et quelques que nos amis dijonnais ont étudiés. Ça veut dire du coup qu'ils ne se retrouvent pas dans les 25% qui restent. Et puis, quand on regarde ce que ça donne en termes d'abondance relative, c'est ce que l'on voit sur ce graphe, il y a toutes ces cases en rose qui correspondent donc aux autres genres qui ne sont pas des genres majoritaires, mais peut-être en termes d'interaction avec la plante, ce sont des genres qui sont importants, même si quantitativement, ils ne sont pas si spectaculaires que ça. Alors, ça, c'est vu de manière globale, mais bien sûr, quand on considère les conditions de l'agriculture, on a des champs qui sont situés à des endroits particuliers. Et donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement les généralités à l'échelle du pays, mais finalement, dans un endroit donné, ça ressemble à quoi la communauté des micro-organismes? Et vous avez ici quelques illustrations qui montrent qu'il y a une notion de biogéographie importante parce que ces micro-organismes, ils ne sont pas répartis de manière très régulière. Et ici, donc, sur ces illustrations, on a en haut deux phylums. Alors, le phylum, c'est un grand niveau taxonomique dans lequel on a beaucoup de choses. Quand vous regardez ici sur la partie en haut à droite, les firmicutes, par exemple, c'est une partie de ce qu'on appelait avant les grammes plus. Hein. Et puis, les delta protéobactéries, c'est une petite partie de ce qu'on appelait avant les grammes moins. Et donc maintenant, ces grands niveaux taxonomiques, il y en a tout plein qui ont été proposés parce qu'on se rend compte que la diversité du monde microbien est importante. Et là encore, de nouveau, le même commentaire, ce que je raconte là sur les bactéries, vous pouvez raconter la même chose sur les champignons ou à peu près. Alors, on voit que sur certains de ces phylums, comme celui des Bacteroidetes ici ou des firmicutes, quand on considère les genres majoritaires à l'intérieur de ces phylums, ma foi, la carte de France ressemble à peu près dans les deux cas de figure. Donc, ça veut dire que la distribution ici du phylum dans sa totalité, ça colle à peu près avec celui du genre majoritaire qui appartient à ce phylum, mais dans d'autres phylums, ce n'est pas exactement le cas. Celui des delta-protéobactéries, par exemple, en fait, quand on regarde ici, on a 3 des genres de delta-protéobactéries. Bon, ces deux-là, ils ont des répartitions, ça se ressemble un petit peu, mais avec le troisième, ça n'a rien à voir. Donc là, vous avez le cumul de l'ensemble des genres qui appartiennent à ce phylum. Alors, tout ça pour dire que si on s'intéresse aux interactions plantes-micro-organismes, ça s'annonce pas forcément très simple, cette histoire-là, parce qu'il y a beaucoup de micro-organismes différents dans les sols, il y en a quand même des wagons, non? Et puis, les caractéristiques de la communauté microbienne, ils fluctuent énormément dans l'espace en fonction donc de facteurs qui sont liés à la pédologie, au climat, aux pratiques culturelles, etc. Christophe Mougel nous a bien expliqué ça il y a 15 jours.
hein. Alors, du coup, nous, si on s'intéresse maintenant aux interactions avec les plantes, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous ces micro-organismes sont importants dans l'interaction avec la plante et notamment dans ces interactions plantes-micro-organismes, celles qui sont utiles pour la plante, ces interactions, ça implique quels micro-organismes? Alors, je vais laisser de côté un peu les pathogènes pour me focaliser plutôt sur les micro-organismes bénéfiques. Bon, Christophe Mougel nous avait rappelé que finalement, quand une plante se développe quelque part, eh bien, l'essentiel des micro-organismes qu'elle va recruter, elle les sélectionne au niveau du sol, y compris d'ailleurs pour une bonne partie des micro-organismes qui vont ensuite se retrouver au niveau des parties aériennes du végétal. Et donc, ça signifie que au niveau de la grande diversité que l'on va retrouver dans le sol, eh bien, une fraction seulement des micro-organismes correspondant à cette diversité va être sélectionnée dans la rhizosphère. Et puis au contact même de la racine, c'est une diversité encore plus faible. Et puis ceux qui vont réussir à rentrer à l'intérieur même de la racine, ben, c'est une diversité qui est par comparaison très réduite. Donc ça veut dire que bien sûr, ceux qui vont se retrouver ici et notamment là, ils vont jouer un rôle plus important potentiellement dans les interactions avec la plante parce qu'ils sont directement au contact de cette dernière. Et alors, quand on parle d'effets qui vont être positifs sur la plante, c'est bien sûr une combinaison d'effets qui, pour certains, sont directs et puis d'autres indirects. Alors, quelques exemples de micro-organismes dont on sait très bien qu'ils vont avoir des effets directs sur la plante, ce qu'on appelle les PGPR, c'est-à-dire des bactéries qui sont de la rhizosphère et qui stimulent la croissance des plantes, les champignons mycorhiziens, et puis un etc. très important parce qu'il y a plein d'autres types de micro-organismes qui sont utile. La photo ici nous montre le résultat au niveau de maïs qui a été inoculé avec une bactérie phytostimulatrice. On voit que le stem racinaire, là c'est à assez peu de temps, c'est à une quinzaine, 3 semaines, 15 jours, 3 semaines après germination. Le stem racinaire est davantage développé en présence de cette bactérie. Et donc ça va impliquer plusieurs types d'interactions symbiotiques et de coopération entre ces micro-organismes et la plante. À ça, il faut rajouter les interactions indirectes parce que au sein du sol ou dans la rhizosphère, ces micro-organismes bénéfiques vont, pour certains d'entre eux, inhiber des micro-organismes phytopathogènes et donc indirectement, bien sûr, on a un effet positif sur la plante. Bon, dans ces interactions bénéfiques, bien sûr, ça intéresse beaucoup les gens de savoir qu'est-ce qui se passe exactement, quels sont les mécanismes et les modes d'action. Et ma foi, pas mal de ces mécanismes sont maintenant inconnus et sont assez bien connus, pardon. Et donc, pour les nombreux mécanismes d'action qui ont été répertoriés, quelquefois on a des idées qui sont assez vagues, mais pour d'autres, on connaît très bien les mécanismes d'action jusqu'aux gènes sollicités, la façon dont ils sont régulés, etc. Donc ici, une liste à la Prévert de l'ensemble des principales actions connues au niveau des micro-organismes et ces différents mécanismes élémentaires eh bien, contribuent à procurer des très intéressant pour la plante. Ça va favoriser les conditions de croissance et de développement, éventuellement la nutrition minérale de la plante. Ça peut aussi être utile en termes de tolérance vis-à-vis de stress abiotique ou de stress biotique lié à des interactions avec des bioagresseurs. Dans ce contexte-là, il faut bien sûr garder en tête que les conditions d'environnement vont déterminer la mise en place des interactions entre les micro-organismes et la plante et surtout l'efficacité de ces interactions. Alors ici à gauche, un petit schéma théorique qui nous dit que, ben, ma foi, le potentiel des effets bénéfiques, il est d'autant plus grand que l'on va s'éloigner des conditions optimales et donc évidemment plus par exemple la disponibilité du sol en éléments minéraux est important et moins les effets microbiens qui vont améliorer la disponibilité des éléments minéraux sera intéressante, utile pour la plante. Et d'ailleurs, quand on regarde des résultats obtenus expérimentalement, ici avec l'inoculation d'une bactérie qui est un azospirillum, eh bien, si on teste cette bactérie à des niveaux de fertilisation azotée croissants, on s'aperçoit que la valeur ajoutée de cette bactérie diminue progressivement. Donc, ce qui nous est indiqué ici, c'est la partie de l'azote du blé qui provient de la fixation biologique par les bactéries. Et donc, quand on rajoute
pas ou peu d'engrais. On a de l'ordre de 30% de l'azote total du blé qui provient de la fixation, ce qui est d'ailleurs un chiffre assez spectaculaire. Et puis, ma foi, quand on utilise des quantités d'engrais azotés très élevées, 300 kg, on s'aperçoit qu'il n'y a pratiquement plus rien qui est contribué par le micro-organisme. Mais on peut se dire, tiens, de toute façon, si le blé a reçu 300 kg d'engrais azotés, il n'a peut-être pas besoin qu'on lui donne encore un coup de main pour sa nutrition minérale. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que les effets microbiens, ils seront d'autant plus intéressants que l'on se situe dans un contexte où on cherche à réduire les intrants ou bien lorsque les plantes sont confrontées à des conditions de stress. En fait, plus on s'éloigne de l'optimum et plus les effets microbiens sont potentiellement intéressants. Alors, une fois qu'on a dit ça, une question qui peut être intéressante à prendre en compte, c'est finalement dans ces interactions entre plantes et micro-organismes, quel est le niveau de variabilité génétique qui peut être observé? Et on peut regarder ça du côté microbien et du côté également du partenaire végétal. Ici, des résultats qui montrent une comparaison de 200 bactéries qui sont taxonomiquement très proches et qui ont été comparées pour leur capacité à protéger des plants de concombre contre Pythium ultimum. Alors, bon, vous avez des résultats pour certains, c'est en blanc, d'autres en noir, parce qu'il y a deux sous-populations de ces bactéries qui sont comparées, certaines qui produisent un composé qui s'appelle PHL, c'est son petit nom, puis d'autres qui ne produisent pas. Mais peu importe, ce que ça nous montre surtout, c'est que quand on regarde ici les niveaux de performance qui sont ici en X, eh bien, on voit qu'on a un petit nombre de ces bactéries qui ont des niveaux de performance élevés, des capacités de contrôle du pathogène qui sont là, par exemple, entre 60 et 70%, ici entre 80 et 90%. Ce qu'on a en Y ici, c'est le nombre, en fait, des pourcentages plutôt des bactéries correspondantes. Et on voit aussi qu'on a quelques bactéries qui sont très peu efficaces pour protéger, et puis certaines même qui ont un effet négatif sur la plante. Bon. Alors, ce que ça montre tout ça, c'est que pour un ensemble de 200 bactéries dont on pensait que génétiquement elles étaient très proches les unes des autres, parce qu'elles appartiennent soit à des espèces qui sont très proches, ou bien même carrément à la même espèce, certaines souches protègent efficacement la plante, et puis d'autres pas du tout. Donc, on a une variabilité génétique qui peut être très importante. Et un autre résultat ici qui montre à peu près la même chose. Cette fois-ci, ce qui se passe, c'est une manip d'inoculation sur du maïs. Et ce qui est analysé, c'est l'impact de l'inoculation sur le métabolome de feuilles de maïs. Et on voit qu'on a le témoin qui est ici, et puis les résultats obtenus avec trois types d'azospirillum différents. On voit qu'à chaque fois, c'est différent du témoin, mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est différent d'un traitement bactérien à un autre. Et donc, ça veut dire que chacune des trois souches a un effet particulier sur le profil des feuilles de maïs en ce qui concerne les métabolites secondaires. Donc, cette variabilité du côté microbien, elle est claire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté plante? On peut faire des expérimentations un peu symétriques où cette fois-ci, on prend différentes lignées d'une même espèce de plante et puis on les confronte avec un même type de micro-organisme. Et donc là, c'est une expérience qui a été réalisée en conditions de plein champ où chacune des lignées de blé qui sont ici ont été inoculées avec un mélange de trois souches de bactéries Azospirillum. Et ce que l'on voit, c'est que quand c'est inoculé, donc c'est les résultats qui sont en foncé, eh bien, la biomasse de la plante est plus importante pour cette lignée, là, de celle-ci, celle-là aussi, encore celle-là, même celle-ci. Puis, par contre, il y en a certaines pour lesquelles ces mélanges de bactéries n'a eu aucun impact. Les trois qui sont ici indiquées en rouge. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que il n'y a pas d'impact pour des lignées qui ont plutôt des biomasses élevées, et puis il n'y a pas d'impact pour des lignées qui ont aussi des biomasses particulièrement faibles. Donc, il n'y a pas de lien aussi entre ces deux caractères-là. Ici, un autre résultat, cette fois-ci, on passe sur du maïs. Vous avez ici, là encore, une manip d'inoculation. Cette fois-ci, c'est réalisé en serre, dans du sol non stérile. Le témoin est ici. Les trois
barres qui sont là, ça correspond à 3 traitements d'inoculation différents avec des bactéries. Alors ici, c'est réalisé sur un premier hybride de maïs, un deuxième qui est là-dessous, et on voit que le premier hybride de maïs, quand il inocule avec les bactéries, on a quelquefois un effet positif sur la biomasse racinaire. On a dans les 3 cas de figure un effet positif sur la biomasse aérienne du maïs par comparaison avec le témoin. Par contre, pour l'autre maïs, pas d'effet significatif. Et en fait, ces deux maïs, ils ont été étudiés dans le contexte d'un projet européen dans lequel il y avait plusieurs laboratoires impliqués. Et il se trouve donc que plusieurs laboratoires ont refait cette expérience dans différentes conditions, parce que ce n'est pas le même sol partout, et puis ce n'est pas les mêmes expérimentateurs non plus. Et puis en gros, c'est à chaque fois les mêmes résultats qui ressortent, c'est-à-dire que le maïs duo, là, il a tendance à répondre assez fréquemment à l'inoculation avec des bactéries, et celui du bas répond pratiquement jamais. Alors, c'est avec des bactéries, mais quand on fait cette expérimentation avec des champignons mycorhiziens, c'est le même type de résultat aussi qui est obtenu. Et donc, ça suggère que certains types de lignées seraient plus aptes à interagir avec des micro-organismes bénéfiques. Donc, finalement, une fois qu'on a dit ça, l'efficacité des interactions plantes, micro-organismes, ça va dépendre, bien sûr, des conditions d'environnement, mais de la nature des partenaires impliqués, que ce soit du côté plante ou du côté micro-organisme. Alors, je vais développer du coup 3 questions à la suite de ça. La première, c'est une question qui correspond à un enjeu dont on nous parle assez souvent. En tout cas, les microbiologistes aiment bien parler de ça. Est-ce que les génotypes actuellement utilisés en agriculture, comme ils ont été typiquement sélectionnés en conditions qui ne sont pas très éloignées de l'optimal, est-ce qu'ils sont capables encore de valoriser les effets microbiens? Et en d'autres termes, est-ce que, n'ayant pas pris particulièrement de précautions pour prendre en compte des effets microbiens, est-ce que les capacités symbiotiques ont été contre-sélectionnées dans les schémas de sélection variétale? Et ça fait pas mal d'années qu'on trouve des publications qui vont un petit peu dans ce sens-là. Ici, des collègues allemands qui nous indiquent que dans le cas du riz, ils s'intéressent à des bactéries fixatrices d'azote qui sont des bactéries endophytes, c'est le genre Azoarchus. Et en fait, ils nous disent que ces Azoarchus, eh bien, on les retrouve facilement dans les riz sauvages, dans les vieilles variétés, que ce Azoarchus préfère les vieilles variétés par comparaison avec les cultivars modernes. Mais le problème souvent dans ces études, c'est que le nombre de génotypes de plantes étudiés et comparés est relativement limité. Alors, nous, on a eu l'occasion de s'intéresser à cette question en collaboration avec Jacques Le Gouille à Clermont, en étudiant la capacité du blé tendre à interagir avec une bactérie phytostimulatrice qui s'appelle Pseudomonas kilonensis F113. C'est une bactérie qui est pas mal étudiée en microbiologie parce qu'elle a des capacités d'inhibition de nombreux micro-organismes phytopathogènes. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'elle était capable de stimuler la croissance de plusieurs espèces de céréales, et notamment le maïs et le blé. Une des propriétés particulières de cette bactérie, c'est sa capacité à synthétiser un petit composé phénolique ici qu'on appelle le 2,4-diacétylfluoroglucinol ou DAPG, qui est un antimicrobien, mais qui a aussi des effets de signalisation et qui va notamment induire des réponses de type ISR au niveau du végétal. Et puis, d'ailleurs, on s'est aperçu que ce composé-là stimulait la rhizogénèse en interagissant avec la voie de signalisation des oxydes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a choisi des conditions très simplifiées de laboratoire pour comparer à environ 200 génotypes de Triticum aestivum, et puis avec l'idée aussi de regarder s'il y avait des différences collectives entre les populations de pays, les vieilles variétés, par comparaison avec les génotypes modernes. Et Jacques Le Gouille, dans ses tiroirs, il a toutes sortes de blés de toutes caractéristiques et de toutes époques. Donc, les ressources génétiques étaient disponibles pour faire ce type d'analyse. Alors, quand on regarde la capacité de cette bactérie à coloniser
les différents génotypes de blé, on s'aperçoit que certains des génotypes sont très fortement colonisés et puis d'autres ne sont pas très bien colonisés. Alors là-dedans, on a fait la comparaison donc des modernes et des anciens. Alors, les modernes, ils sont en blanc. On voit qu'il y en a quelques-uns qui sont ici quand même, hein. Donc, certains génotypes modernes sont bien colonisés par cette bactérie, mais c'est vrai qu'on en a pas mal sur la partie gauche, là où il y a tous les cancres. Alors, tout à l'heure, je recomparerai plus en détail les groupes qui présentent des niveaux de colonisation faibles ici à gauche en rouge, et puis ceux qui sont fortement colonisés par la bactérie à droite en vert. On a fait le même type d'analyse cette fois-ci en se focalisant sur les niveaux d'expression des gènes PHL impliqués dans la synthèse de ce petit composé phénolique que je mentionnais à l'instant. Et donc, on suit ça par des méthodes moléculaires sur les racines de blé. Et là encore, chacune des lignées va nous donner des résultats différents. Sur certains types de blé, ça marche bien, ces gènes sont fortement exprimés, puis il y en a d'autres où le niveau d'expression n'est pas très important. Et là encore, on va se focaliser sur ceux qui présentent une faible expression ou une forte expression. On voit d'ailleurs que dans ceux pour lesquels l'expression est faible, on a énormément de variétés modernes, mais des variétés modernes qui permettent une expression élevée, il y en a quand même pas mal aussi dans ceux qui sont tout à droite. Alors collectivement, si on compare les deux groupes, les blés anciens d'un côté et les modernes, la différence entre les deux, c'est 10-12%, quoi. Ça, c'est pas très spectaculaire. Mais on a vu qu'on avait de l'hétérogénéité. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on regarde plus spécifiquement les extrêmes, ceux qui étaient tout à gauche ou ceux qui étaient tout à droite? Et donc là, pour reprendre les trois catégories de départ, donc les populations de pays en bleu, les vieilles variétés, celles développées avant 1960, en vert, et puis les cultivars modernes en rouge, on voit qu'on a un pourcentage plus bas des cultivars modernes ici. Parmi les 25 génotypes qui permettent la meilleure colonisation racinaire par F113, et puis par contre, on a un pourcentage plus élevé des cultivars modernes parmi les 25 génotypes permettant les niveaux les plus faibles de colonisation racinaire par la bactérie, ici, et d'expression de PHL. Donc finalement, effectivement, si on considère collectivement ces groupes de lignées, les cultivars modernes ne sont pas ceux qui s'en sortent le mieux, mais néanmoins, la capacité d'interagir avec cette bactérie, en tout cas, ça se trouve être quand même présent au sein de la collection. Alors, bien sûr, ces résultats, c'est des résultats qui sont obtenus en conditions très simplifiées, un peu artificielles. Et du coup, la question qui se posait, c'est est-ce que finalement, si on prend des lignées qui sont en forte interaction avec la bactérie, qu'on les compare avec d'autres qui ne sont pas capables ou pas très capables d'interagir avec cette bactérie, est-ce qu'on voit des différences en termes de fonctionnement et de performance? Alors, on a pris une sélection de lignées des deux côtés et on a fait une expérience d'inoculation en conditions de serre. Et là, on voit que, ma foi, quand on prend des lignées qui sont en rouge et qui ont été choisies parce qu'elles ne stimulent pas particulièrement cette bactérie Pseudomonas, que ce soit en termes de colonisation des racines ou d'expression des gènes PHL, on a quand même un petit effet positif lié à cette bactérie, mais il n'est pas ultra spectaculaire. Il est un petit peu plus important quand même si on considère des lignées de blé qui ont été identifiées comme étant en interaction avec cette bactérie, notamment si on regarde l'impact sur la biomasse racinaire. Ça, c'est les résultats qui sont obtenus lorsque on fait pousser le blé dans des conditions agréables pour la plante. Et si on la stresse un petit peu avec en limitant la disponibilité des éléments nutritifs et puis avec un peu de stress hydrique, on voit qu'il y a toujours un petit effet positif des lignées qui sont peu interactives avec la bactérie, mais là, l'effet est plus spectaculaire avec les lignées qui sont en interaction avec le Pseudomonas et donc ça indique qu'il y a une certaine cohérence dans les résultats que l'on avait obtenus. Donc, pour résumer sur cette partie-là, bien que moins fréquentes, les capacités d'interaction du blé avec la PGPR Pseudomonas kilonensis F113, ces capacités sont quand même conservées chez certains cultivars modernes. Ce n'est pas complètement tout perdu, tout contre-sélectionné.
Alors bien sûr, ça c'est fait avec une bactérie. Vous me direz, si je prends la bactérie d'à côté, peut-être ça n'a rien à voir. Eh bien, ça c'est une question qui est importante parce que si ensuite on se dit, tiens, nous on s'intéresse aux interactions entre une plante et un microbiote, le microbiote, c'est pas juste une bactérie comme ça qui traîne dans un coin, c'est l'ensemble des bactéries et des champignons et tout ce bazar-là. Donc, il faut pouvoir après faire un changement d'échelle vers des comportements collectifs. Alors, cette manip, par curiosité, on l'a faite avec une autre PGPR qui est taxonomiquement très différent en termes fonctionnels, qui agit différemment sur la plante. Et c'est vrai que quand on regarde si on a une relation entre les résultats obtenus avec l'une des bactéries versus l'autre, globalement, on n'a pas de corrélation. Mais pour autant, on peut identifier un certain nombre de génotypes qui sont à la fois capables de stimuler la première et la deuxième bactérie. Donc finalement, les génotypes actuellement utilisés en agriculture, bon, certains sont encore capables de valoriser les effets microbiens et du coup, bien sûr, Jacques Le Gouy s'est dépêché de nous faire de la génétique d'association là-dessus et du coup, d'une manière plus générale, est-ce que ces approches de génétique d'association sont concluantes quand on s'intéresse à des interactions avec des micro-organismes? Alors, j'ai repris quelques exemples de la littérature parce que c'est une approche qui est en train de se développer. Ici, elle est illustrée pour le niveau de mycorhisation. On est au niveau du blé ici. Ce qui est pris en compte, c'est le niveau d'interaction entre les champignons mycorhiziens et le végétal. Et dans cette étude, ils ont identifié de l'ordre d'une trentaine de marqueurs significatifs qui correspondent à 6 régions QTL et ils sont répartis sur 3 chromosomes, le 7A ici, le 3A et le 4A qui est là. Et sur la mycorhisation, ça a été également réalisé ce type d'étude au niveau du blé dur. Et puis la première équipe qui est ici a poussé le bouchon un petit peu plus loin pour prendre en compte aussi la réponse du blé tendre à la mycorhisation lorsque le blé était confronté à des conditions de stress hydrique, donc prendre en compte des aspects fonctionnels un petit peu plus poussés. Bon, ces approches de génétique d'association, ça commence aussi à être effectué avec des interactions impliquant des bactéries bénéfiques. Ici, un exemple de la littérature qui est sur Arabidopsis thaliana en interaction avec une bactérie qui est un pseudomonas, d'ailleurs un pseudomonas qui n'a rien à voir avec celui dont je vous parlais à l'instant. Vous avez ici ces petites plantes d'Arabidopsis qui poussent sur une boîte de pétri. C'est l'intérêt quand même de cette plante modèle. Elle peut se travailler en conditions très simplifiées. Et alors, quand la plante est confrontée à la bactérie qui a été rajoutée ici au niveau de la boîte de pétri, on s'aperçoit que les plantes sont davantage développées au niveau du système racinaire, mais également au niveau des parties aériennes. Et ces effets positifs, ils sont attribués à la capacité de synthétiser des composés volatiles par la bactérie. Et là encore, eh bien, il y a 5 QTL majeurs qui ont été identifiés dans cette approche qui date de 2016. Et on peut maintenant trouver d'autres types d'analyses qui impliquent d'autres types de bactéries, certaines comme Azospirillum que j'ai déjà mentionné précédemment. Là, c'est une étude sur la capacité d'adhésion d'Azospirillum au blé. Une autre ici sur la compatibilité des bradyrhizobiums à noduler le soja. Et puis en haut, quelque chose un petit peu plus sophistiqué parce que c'est l'inoculation de l'orge avec une bactérie qui est un pseudomonas, tout en regardant les effets sur l'interaction de l'orge avec un puceron qui a été rajouté, puisqu'il y a des effets systémiques apparemment. Vous rajoutez le pseudomonas sur les racines, ça modifie la physiologie de la plante et la plante va ainsi pouvoir contrôler ou pas d'ailleurs le développement du puceron sur ses parties aériennes. Donc, les approches de génétique d'association, ça marche bien sur ces caractères d'interaction avec des micro-organismes. Et la question que l'on peut se poser maintenant, c'est tout ce que je vous ai raconté, ça correspond à des éléments d'information qui concernent un ou quelques micro-organismes ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on essaye de passer au niveau microbiote? Alors, le microbiote, c'est donc l'ensemble des micro-organismes, c'est finalement la communauté
microbienne. Et dans le contexte des interactions entre plantes et microbiotes, on se retrouve du coup avec une plante qui est en interaction avec une multitude de partenaires microbiens. On peut les représenter ici dans cette grande boîte. Ils ne sont pas tous les mêmes, donc j'ai mis des points de couleurs différentes. Là-dedans, il y en a sans doute une partie qui sont intéressants pour le végétal. Je les ai mis en bleu là-dedans. Où est-ce qu'elle est cette frontière entre ceux qui sont intéressants pour la plante et ceux qui ne sont pas intéressants pour la plante? Eux, on ne sait pas toujours très bien, mais enfin bon, on sait qu'il y en a qui n'ont pas d'effet particulier sur la plante quand on les inocule. Et donc se pose la question ensuite de savoir ces micro-organismes qui sont phytobénéfiques, comment est-ce qu'ils coexistent entre eux? Est-ce qu'ils se donnent des coups de main, par exemple? Est-ce qu'ils agissent conjointement sur la plante ou pas? Et puis il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est finalement comment est-ce qu'ils interagissent et quel est leur niveau de compatibilité avec les autres micro-organismes qui n'ont peut-être pas d'effet direct sur la plante, mais qui sont peut-être importants parce qu'ils permettent à certains micro-organismes phytobénéfiques de mieux coloniser le végétal. Alors bien sûr, là, on va se retrouver dans un contexte où on peut s'attendre à observer des effets bénéfiques qui sont réciproques et ça, on peut s'attendre bien sûr à ce que au cours du temps, c'est des conséquences, y compris sur des temps longs, parce que finalement, vous avez d'un côté des micro-organismes bénéfiques, ils vont avoir des effets positifs sur la plante. Alors la plante, elle va être en meilleure santé, elle va mieux se développer, elle va avoir une biomasse plus importante. Bon, je suppose que si on est un sélectionneur ou si on est un agriculteur et qu'on jette un œil un petit peu au niveau de performance des plantes, eh bien, on aura tendance peut-être à s'intéresser davantage à des plantes qui vont mieux se développer. Et donc, vraisemblablement, on intègre des effets microbiens. Donc, les agriculteurs, depuis tout temps, sont des écologistes microbiens sans le savoir. Et je pousserai même le bouchon un peu en disant que ceux qui travaillent sur la génétique de la plante, même si ils regardent jamais les effets microbiens font partie du paysage, hein, et des conditions dans lesquelles les plantes sur lesquelles ils travaillent vont se développer. Alors, on a d'un côté ces effets bénéfiques sur la plante, mais la plante, en retour, elle fournit typiquement du carbone organique. C'est sans doute son principal impact, alors qu'il s'agisse de carbone disponible au sein du végétal ou bien relargué à l'extérieur sous forme de réseaux dépôts. Et donc ça est de nature aussi à favoriser des micro-organismes qui sont bien adaptés à la colonisation de la plante. Et bien sûr, ce type d'attelage comme ça, au cours du temps, ça va finir par être sélectionné, être co-sélectionné avec sans doute des possibilités de coévolution. Donc, ces systèmes d'interaction, ils vont sans doute être optimisés au cours du temps. Et si on prend en compte maintenant que ce type de situation, ça ne va pas simplement être restreint à des micro-organismes individuels, mais au niveau de l'ensemble peut-être du microbiote, cela a conduit certains à dire la plante, quand elle interagit avec son microbiote, eh bien, elle a affaire ici à ce que certains appellent un second génome. Donc, il y a le génome qui est dans les gènes de plantes eux-mêmes, et puis il y a le second génome qui correspond à des gènes de bactéries et de champignons en interaction avec la plante, d'où cette histoire d'holobionte que Christophe Mougel nous a développée la dernière fois et cette notion de phénotype étendu. Alors, d'ailleurs, quand on regarde en termes expérimentaux, c'est vrai que quelquefois, on s'amuse à inoculer un mélange de micro-organismes différents et on s'aperçoit que quelquefois, les résultats sont effectivement meilleurs quand on a plusieurs micro-organismes rajoutés plutôt que si on en amène un seul. Là, c'est par exemple une manip qui a été réalisée dans un essai au champ où il y a 3 types de micro-organismes, 2 bactéries et un champignon mycorhizien qui ont été rajoutés. Alors, ils n'ont pas été rajoutés dans le témoin, ils ont été rajoutés un à la fois ou 2 à la fois ou bien les 3 ensemble. Et on s'aperçoit par exemple que on a des résultats très intéressants si on sert de nombre de racines de maïs. Quand on a utilisé l'azospirillum en combinaison avec le champignon mycorhizien, mais ce champignon mycorhizien, quand on l'avait rajouté tout seul ou bien l'azospirillum tout seul, ça ne donnait pas des résultats spectaculaires.
Alors du coup, si on veut maintenant s'intéresser au microbiote, quel est le niveau de variabilité finalement quand on compare différents génotypes de plantes? Est-ce que différents génotypes de plantes sont capables de sélectionner des microbiotes très différents? Effectivement, c'est un peu le cas. Hein. Ici, des résultats juste au niveau des bactéries et de la rhizosphère qui nous montrent là la variabilité de différents types de maïs. Alors, les résultats qui sont présentés, ça correspond ici à des résultats moyens pour les principaux groupes génétiques de maïs. Et bien sûr, à l'intérieur de ces groupes génétiques, il y a des lignées qui peuvent être très différentes les unes des autres. Donc, on se retrouve avec des niveaux de fluctuation des caractéristiques de la communauté bactérienne qui sont élevés à l'intérieur de chacun des groupes de maïs. Donc, on a cette variabilité qui est effectivement importante. Et puis, on voit que même quelquefois, on a des différences significatives entre certains groupes génétiques, alors même que la variabilité que l'on avait au niveau des lignées était très importante. Bon, bien sûr, ces deux groupes-là, ils sont à peu près kiff-kiff. Alors, du coup, nous, on s'était posé la question de savoir, tiens, finalement, qu'est-ce qui va déterminer en fait les propriétés de sélection des communautés microbiennes? Est-ce qu'il y a juste certains gènes qui sont importants au niveau de la plante? Est-ce que c'est un ensemble de propriétés différentes? Et finalement, là, on est en train, par exemple, de défoncer une porte ouverte en disant que, tiens, qu'est-ce qui se passe si on compare des plantes qui sont choisies à des distances génétiques de plus en plus grandes? Et donc là, on compare par exemple deux maïs différents, là, deux maïs cultivés, là, un maïs avec une théocynthe, un maïs avec un sorgho, et puis on va même tirer jusqu'à la comparaison entre un maïs et un blé. Donc bien sûr, la distance phylogénétique entre les plantes, elle augmente ici sur l'axe des X. Et puis on a regardé ce que ça donnait en termes de distance génétique entre les communautés microbiennes associées. Et puis on a une relation tout à fait significative, enfin en prenant quand même le log de la distance phylogénétique. Et donc ces petits résultats nous indiquent qu'à l'échelle en tout cas des poacées, finalement, plus les plantes diffèrent et plus leur communauté bactérienne associée diffère également. Alors nous qui ne sommes pas des spécialistes de la plante, ça a tendance à nous faire croire que finalement, il y a sans doute toutes sortes de propriétés végétales qui sont impliquées dans le recrutement du microbiote. Et donc, vraisemblablement, si vous modifiez génétiquement des plantes, à tous les coups, vous changez quelque chose au niveau des interactions avec les partenaires microbiens. Alors d'ailleurs, pour revenir sur les approches de génétique d'association, est-ce que certains se sont déjà aventurés à essayer de faire ça avec des données mesurées à l'échelle du microbiote? Effectivement, ça existe ici un exemple qui concerne la composition du microbiote des feuilles de maïs, et où ce qui a été regardé, c'était finalement le lien avec le niveau de diversité bactérienne sur ces feuilles. Et ces auteurs ont mis en évidence plusieurs QTL, et ils ont d'ailleurs pu faire un lien qu'ils proposent avec la voie de l'acide gamma-amino-butyrique. Et donc, pour eux, ça pointe vers certains aspects fonctionnels qui sont particulièrement importants pour déterminer un niveau de diversité élevé. Alors, quand on s'intéresse à cette diversité, Christophe Mougel nous racontait il y a 15 jours que plus on a de la diversité microbienne, mieux c'est. C'est une considération théorique qui est aussi appuyée par des résultats expérimentaux qui sont nombreux. Et ça, donc, c'est un point qui est important. Mais si on s'intéresse à des aspects fonctionnels, qu'est-ce qui se passe si on s'intéresse à un type de fonction particulier? Alors ça, c'est des choses qu'on a essayé de faire, nous, un petit peu à Lyon, et on s'est inspiré aussi de certains résultats de la littérature. Par exemple, ce résultat-là qui date maintenant de 2009, qui montre que, en fait, quand on s'intéresse à ce qu'on appelle des groupes fonctionnels, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui sont impliqués dans une même fonction particulière, là, une fonction qui correspond à la fixation libre de l'azote, qui peut être un trait important dans la rhizosphère, eh bien, on voit qu'on a une relation tout à fait significative entre l'équitabilité de ce groupe fonctionnel des fixateurs d'azote, ici indiqué en X, et le niveau de fixation d'azote mesuré au niveau de la rhizosphère.
Donc, ça signifie que ça peut être important de développer aussi des approches qui ciblent comme ça les différentes fonctions. Et voici un exemple qui concerne le groupe fonctionnel des micro-organismes qui sont capables de dégrader l'ACC et qui, par ce biais-là, interagissent et interfèrent avec le métabolisme racinaire de l'éthylène. Et ce qui est comparé ici, c'est l'effectif de ce groupe fonctionnel. Ce sont les résultats qui ici sont indiqués en haut. Donc, c'est de la PCR quantitative sur l'un des gènes clés, qui est le gène ACDS impliqué dans cette fonction. Et ce que l'on voit là, on a en fait 3 situations expérimentales. Le premier groupe, c'est dans un sol. Le même sol est ici, mais il a été échantillonné à 42 jours et là 21 jours après le semis. Et au milieu, c'est le même sol, mais il est juste dans la parcelle d'à côté. Et au lieu d'être un sol cultivé, c'était un sol sous prairie. Alors, ce que l'on voit, c'est que d'ailleurs, si le sol est sous prairie, on a davantage de copies de ce gène par comparaison avec le sol cultivé. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'on peut avoir des différences entre des échantillons qui ont été pris à 21 jours et d'autres à 42 jours. Donc, évidemment, bien sûr, en lien avec la nature du sol, le temps d'échantillonnage, la phénologie de la plante, tout ça, ce sont des facteurs qui viennent à chaque fois compliquer un petit peu les choses. Et puis, ce qui nous est montré ici, c'est le nombre de transcrits. Et là, on a également des différences. Alors, quand on regarde un peu plus dans le détail ce qu'on a ici en X, on a différentes espèces de plantes qui sont indiquées. Les 4 qui sont là ici à gauche, ce sont 4 maïs qui appartiennent à 2 groupes génétiques différents. Là, pour le coup, entre ces maïs, quand on regarde le nombre de copies du gène, on n'a pas tellement de différence au début. On n'a pas tellement de différence non plus en termes de niveau d'expression. Par contre, on va voir des différences qui commencent à se mettre en place à des stades de développement plus tardifs de la plante. À 42 jours, on a une différence de niveau d'expression entre ces 2 maïs. Elle est encore modeste, alors que le nombre de copies du gène dans la rhizosphère est identique dans les 2 cas. Bon, les principales différences qui ressortent, ce sont des différences qui sont liées à des espèces de plantes différentes, comme par exemple ici entre la tomate et les maïs. OK, alors pour conclure, d'abord un schéma que j'ai trouvé joli, alors je vous le remets là, et puis surtout, il résume des points qui me semblent importants. Il met en avant le fait que si l'on veut exploiter les microbiomes des plantes, eh bien, on a besoin d'informations supplémentaires en prenant en compte les microbiomes qui sont associés à des plantes sauvages et des plantes domestiquées. On est dans l'obligation de prendre davantage en compte les pratiques culturelles, les facteurs de l'hôte qui vont conduire à la sélection des microbiotes. Ça va nécessiter, du point de vue microbien, d'intégrer des approches multiomiques, de prendre davantage en compte des approches de chimie pour analyser les métabolites d'interaction qui sont présents, d'effectuer des analyses de réseau dont Christophe nous a déjà parlé il y a 15 jours pour comprendre la façon dont les micro-organismes fonctionnent les uns avec les autres, avec des applications potentielles peut-être pour de nouvelles stratégies de sélection variétale. Et donc, moi, mon petit bout de conclusion, c'est que c'est important de prendre davantage en compte les effets phytobénéfiques du microbiote des plantes. Ça, maintenant, c'est quelque chose dont nombreuses disciplines ont pris conscience maintenant. Et donc, avant, à une époque, ça intéressait principalement les microbiologistes. Maintenant, les gens du monde de la plante s'y intéressent aussi, c'est formidable. Et puis, c'est aussi important de prendre davantage en compte les aspects fonctionnels de ce microbiote et pas seulement des descriptifs taxonomiques. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop long. Quelques remerciements au niveau de l'équipe ici à Lyon, de nos principaux collaborateurs en France et à l'étranger, et puis bien sûr nos financeurs sans lesquels rien ne serait possible. Et finalement, je vous remercie pour votre attention. Merci Yvan donc, pour cette présentation. Donc, on va passer à la partie questions. Et je rappelle que voilà, vous pouvez déposer vos questions sur le canal Q&R, donc questions et réponses, et puis j'essaierai de les lire et de les transmettre à Yvan. Moi, je vais lire au moins les 2 premières qui sont apparues. Donc, il y avait une question de Simona Veza
voilà, sur l'impact des engrais. Donc, tu nous as parlé de l'impact des engrais azotés, mais finalement, quel impact auraient des engrais organiques, donc faibles en azote? Ah, Excusez-moi, je vais vous demander, Yvan, peut-être d'arrêter le partage d'écran, ça sera plus sympathique. d'accord. Ok, alors. Excuse-moi, Thierry. Hein. Non, je t'en prie. Voilà. Comme ça, ok. Alors, je pense que il faut voir que les micro-organismes, ce sont des organismes qui, pour la plupart, dans les sols, sont quand même des organismes hétérotrophes. Et donc, ça veut dire que quand on rajoute davantage de matière organique, on a tendance quand même à stimuler en termes nutritionnels les populations microbiennes qui sont présentes. Donc, on peut s'attendre à avoir des effectifs qui sont plus importants au niveau des populations microbiennes et puis finalement des conditions physiologiques qui sont plus actives. Du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est que l'effet rhizosphère, paradoxalement, peut être plus modeste parce qu'il va s'appliquer sur des communautés qui sont davantage alimentées par les apports organiques, ce qui en soi n'est pas un problème. Ok, donc la deuxième question, la question le canal QR, c'est une question de Christophe Rezeau. Peut-on vraiment adapter la sélection au champ à des traits racinaires et microbiens? Là, c'est plutôt à des généticiens qu'il faut poser la question. Je suppose que dans une démarche de sélection variétale, ce dont il faudrait pouvoir disposer, c'est d'outils de routine pour mesurer en fait le fonctionnement du système racinaire, y compris le fonctionnement du compartiment microbien dans ses interactions avec la plante. Et il faudrait être en capacité de pouvoir quantifier la valeur ajoutée des effets microbiens en fonction des lignées que l'on compare. Ces outils, ce ne sont pas encore des outils de routine. Oui. Mais est-ce que tu as connaissance, pour prolonger la question, est-ce que tu as connaissance de résultats qui montreraient que des variétés ou des génotypes qu'on aurait sélectionnés en conditions contrôlées, où là on peut regarder l'impact par exemple sur la croissance ou l'architecture racinaire, finalement quand on passe au champ, on retrouverait finalement l'effet qu'on a observé en conditions contrôlées. Est-ce que tu as connaissance de choses, de résultats qui vont dans ce sens-là? Non, pas particulièrement, non. D'accord. Donc, on a une autre question de Simona, c'est quid de la vigueur des plantes par rapport aux effets du microbiote, bénéfique versus pathogène? Mais elle veut dire quoi exactement, cette question-là? Peut-être que Simona peut expliquer sa question ou la poser différemment. Parce que dans quel sens elle veut le… Simona? Ah. Non. Ok, bon, elle nous entend pas ou elle est plus là. Moi, je ne sais pas comment. Enfin, finalement, quel est le quid de la vigueur des plantes? J'imagine que c'est tous les effets biostimulation voilà, qu'elle met peut-être derrière sa question. D'accord. Ah oui, ok, d'accord. En fait, quand on regarde les propriétés phytobénéfiques, on a quand même une bonne partie de ces propriétés qui sont des propriétés qui vont agir directement sur le végétal. Alors, qui vont renforcer les conditions de développement de la plante en termes de développement et croissance, mais on a aussi des effets d'induction de voies de défense et de renforcement des défenses naturelles des plantes qui vont aussi jouer un rôle important. Et ça, c'est aussi quelque chose qui apparaît dans certaines publications que l'on voit maintenant sur les sols résistants, où ces questions d'induction de résistance font sans doute partie des mécanismes qui expliquent pourquoi les plantes sont davantage protégées dans certains sols. Ok, alors je vais profiter là pour poser une question que j'avais envie de poser à Christophe la fois précédente, mais que je ne vais pas poser, mais je vais te la poser à toi.
Bon, il y a une partie des micro-organismes associés aux plantes qui sont endophytes, qui sont Oui. dans les tissus, dont certains sont transmissibles de génération en génération. Est-ce que tu considères que finalement c'est un état plus avancé de l'interaction d'une partie du microbiote qui interagit avec les plantes? C'est-à-dire, voilà, pour des fonctions importantes, finalement, on va vers une intégration progressive alors, du micro-organisme dans les tissus, puis on peut imaginer un stade ultérieur presque de son génome ou d'une partie de son génome pour stabiliser cette fonction ou pas. Finalement, c'est des choses qui sont dynamiques, ça varie tellement que non. Oui, alors c'est vrai que c'est une situation très spectaculaire ce que l'on voit des fois en microscopie parce qu'on a certaines parties de la plante quelquefois qui sont très fortement colonisées par des micro-organismes. Donc ces micro-organismes, il a fallu qu'ils puissent pénétrer à l'intérieur de la plante. Il a fallu qu'ils se tiennent à carreau, bien sûr, parce qu'il faut échapper aussi au mécanisme de défense du végétal. Donc, il y a vraisemblablement des mécanismes de signalisation moléculaire qui sont quelquefois impliqués dans ces interactions, qui sont encore assez mal connus. Après, moi, je suis des fois un peu perplexe quand je regarde ces endophytes parce qu'on a en ce moment un projet sur des endophytes dans du maïs avec Bertrand Hirel à Versailles et avec ma collègue Florence Wisniewski ici à Lyon. Ce qui nous surprend toujours, c'est le côté erratique de la colonisation par les endophytes, c'est-à-dire qu'on a identifié certaines lignées qui étaient aptes à héberger des endophytes. Pour le coup, ce qui nous intéressait, c'était des bactéries fixatrices d'azote. Mais alors, on prend différentes graines du même génotype de plante qu'on fait pousser dans le même sol. Certaines, on met en évidence des endophytes. On va sur la plante d'à côté. Génétiquement, c'est la même chose. Elle pousse dans les mêmes conditions. Pas un. D'accord. OK. Donc, je reprends les questions là, qui sont sur le chat. Question de Thierry Hardy. Quid de l'impact du cuivre utilisé en agriculture bio sur le microbiote? Ah, alors là, je ne suis pas trop un spécialiste du cuivre, moi, mais quand je me souviens que quand je faisais ma thèse, ça remonte à quelques années, il y avait pas mal de questionnements à l'époque sur l'impact du cuivre sur des rhizobiums. Et effectivement, il y avait certains micro-organismes du sol qui étaient particulièrement sensibles au cuivre. Là, c'est plutôt une question qu'il faudrait poser aux collègues de Dijon qui travaillent encore là-dessus. Moi, je n'ai jamais particulièrement travaillé sur les métaux. Je dirais que au vu de la littérature, c'est sûr que le cuivre que l'on va apporter comme ça, selon la dose, si c'est des doses importantes, ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur la communauté microbienne comme ça doit forcément en avoir sur les vers de terre et autres bestioles qui sont dans les sols. D'accord. Donc, une question de Christophe Barbeau. Que pouvez-vous dire pouvez-vous dire si le Core Sensing plutôt joue beaucoup sur l'expression des bactéries bénéfiques du sol pour les plantes? Et bon, il définit le Quorum Sensing comme l'effet du nombre de microbes dans les sols. Plus on a de microbes, plus on réveille les autres microbes du sol. Enfin, je lis sa question. Oui, c'est bien résumé. Après, c'est un petit peu plus, quand on regarde les mécanismes, ça repose sur la production et la perception de signaux moléculaires. C'est un comportement social, on pourrait dire, hein, de micro-organismes qui finalement changent leur comportement quand ils atteignent des densités de population, pour la faire simple, suffisamment élevées. Et en fait, on sait qu'un certain nombre de micro-organismes, bénéfiques ou pathogènes d'ailleurs, fonctionnent avec selon ce mode-là. Pour autant, on connaît aussi beaucoup de micro-organismes bénéfiques pour lesquels certains ont cherché avec désespoir du quorum sensing sans pouvoir le trouver. Et puis maintenant que l'on a accès au génome entier des micro-organismes de manière très facile par séquençage, on peut effectivement mettre en évidence que les gènes correspondants sont quelquefois totalement absents de nombreux micro-organismes bénéfiques. Enfin, là, c'est une propriété bactérienne pour le coup.
Ok. Et si on reste juste sur le quorum sensing, là, est-ce que c'est pas un moyen par lequel, enfin, où la plante pourrait orienter finalement un peu la composition de la microflore avec laquelle elle est en interaction? Je pense aux expériences en particulier de l'équipe d'Yves Dessau il y a quelques années. Oui, alors il y a des publications qui montrent effectivement que certains métabolites relargués par la plante peuvent interférer avec le quorum sensing et vraisemblablement dans un sens comme dans un autre. Effectivement, les gens chez Yves Dessau ont beaucoup travaillé là-dessus. D'accord. Donc, une question par un spectateur qui n'a pas laissé son nom. Est-ce qu'on connaît la part des micro-organismes transmis de manière horizontale versus verticale? C'est difficile à quantifier, mais vu les difficultés qu'on a, nous, à Lyon, pour essayer de mettre en évidence des micro-organismes transmis verticalement, mon intuition serait que c'est quand même une petite minorité qui est transmise verticalement. D'accord. Une question de Lionel Moulin. Est-ce que des PGPR sur certains génotypes de plantes pourraient être parasitiques ou néfastes sur d'autres génotypes de plantes? Je lis la question qui est rédigée. C'est peu probable, mais ça peut exister. Je me souviens de manip qu'on avait fait ou d'inoculation avec des bactéries qui ont des effets positifs sur le végétal, et on avait un peu forcé la dose sur l'inoculum. On avait vraiment mis beaucoup quoi. Et puis même certaines de ces manips, on les avait fait en conditions artificielles. Donc, en l'absence de communauté microbienne, c'était en conditions de laboratoire, dans de la verrerie de laboratoire. Et en fait, on avait fait cette manip avec des bactéries qui produisent des signaux moléculaires. Et ces signaux moléculaires, quand ils sont à forte concentration, ils peuvent avoir des effets négatifs. Donc, la possibilité d'avoir des effets délétères, il ne faut pas totalement l'exclure, hein. Même si nous, ce que l'on a observé, c'était dans des conditions un peu artificielles. Et je me souviens de collègues anglais qui étaient intéressés de mettre en évidence des effets négatifs de micro-organismes bénéfiques, et donc ils utilisaient des niveaux d'inoculum croissants. Mais je me souviens d'une expérimentation, ils avaient réussi à tuer les plantes avec des micro-organismes bénéfiques, mais ils avaient apporté de l'ordre de 10 puissance 14 bactéries par graine. Et quand j'avais posé la question au gars, j'ai dit, mais comment tu as fait ton expérience? Et c'était compliqué parce qu'il y avait tellement de bactéries que c'était plus une suspension, c'était une pâte. Et donc, il avait dû mettre la pâte sur les graines comme on aurait fait avec une pâte à tartiner, quoi. Donc, voilà. J'en profite pour passer le bonjour à Lionel à Montpellier. Ok. Donc, une question de Christophe Barbeau. Rôle des exudats racinaires d'un nombre de plantes très diversifié. C'est vrai qu'on va vers des systèmes de culture où on va mélanger éventuellement les espèces. Et la question se prolonge. La quantité de métabolites organiques dans le sol favorise-t-elle les interactions micro-plantes? Ah bah oui, parce que le carbone organique, c'est un peu le nerf de la guerre dans la rhizosphère. Donc, je pense que le consensus, c'est que l'essentiel de l'effet rhizosphère repose sur la provision de carbone organique en quantité relativement substantielle, et puis surtout avec une diversité de métabolites élevée. Et ça, c'est sans doute important pour expliquer pourquoi on a des communautés microbiennes quand même assez diversifiées et physiologiquement actives au contact de la racine. D'accord. Et sur la première partie de sa question, là, le rôle des exudats racinaires d'un nombre de plantes très diversifié. Donc, on imagine des systèmes de culture où on a un couvert végétal de type prairie sur lesquels on fait pousser du blé, ou des systèmes de Je culture. suppose que là, en fait, on va se retrouver avec une sorte de patchwork de communautés microbiennes différentes, parce qu'il y a les exudats, mais il y a aussi toutes les autres propriétés liées à un génotype végétal qui vont aussi contribuer à
à sélectionner une communauté particulière, les propriétés de surface, les mécanismes de défense, etc., les processus d'acidification racinaire et compagnie. Et donc, bien sûr, on augmente à l'échelle de la parcelle le niveau de diversité, puis on va créer finalement un milieu qui est davantage hétérogène en fin de compte. Ok. Alors, il y a Simona qui repose une question, mais un peu sibylline, parce qu'il y a juste défense naturelle. Donc, bon, peut-être on imagine que elle veut parler de la capacité de ce microbiote à stimuler les défenses naturelles des plantes. Voilà. Je pense il faudrait qu'elle complète un peu sa question pour qu'on l'identifie un peu plus clairement. Donc, si elle peut le faire, comme ça, je la reposerai. Je vais prendre la suivante, là, par un spectateur anonyme. Là, quel levier serait le plus efficace? Manipuler le microbiote via la plante ou via les pratiques culturelles? Ce qui te paraît le plus important, le génotype de la plante finalement ou le système de culture? Non, mais c'est tout qui est important, parce que tu ne vas pas faire de l'agriculture sans les pratiques culturelles, non? Sûrement, oui. Ouais, et puis tu ne vas pas faire les pratiques culturelles sans mettre des plantes, et puis de toute façon, il y aura toujours des micro-organismes dans ton sol. Oui. Donc, le plus important, bon, moi, je ne sais pas quel est le plus important de ces aspects-là, mais ce que j'aurais tendance à mettre en avant, c'est l'intégration de toutes ces approches. Ok. Alors, il y a encore une question de Simona, mais qui est aussi sibylline que la précédente, parce qu'il y a juste rendement. Donc, c'est un peu, bon, on imagine que c'est l'impact du microbiote sur le rendement, mais bon, peut-être si elle peut repréciser la question, on pourra peut-être plus facilement y répondre. Je prends la question suivante, Christophe Barbeau. La forte richesse en ions solubles dans le sol perturbe-t-il les interactions biologiques plantes-microbes dans le sol et à quelle teneur en phosphore ou en nitrate? Voilà. Ah, ben, en fait, le phosphore et l'azote, c'est aussi des éléments nutritifs dont les micro-organismes ont besoin quand même. Donc, si on a du phosphore et de l'azote dans le sol, bah, les micro-organismes, ça les gêne pas particulièrement. Hein, alors, à partir de quelle concentration on pourrait observer des effets délétères sur les micro-organismes? À vrai dire, je n'ai pas trop idée. D'accord. Alors, il y a Simona qui est très active, mais qui là, c'est plus un commentaire que je te transmets. C'est merci beaucoup, excellente présentation. Et après, on a une question d'Anne Maillard. Est-ce que l'apport de carbone externe peut perdre, désorienter les bactéries PGPR dans leur mécanisme de chimio-attractivité vers les racines des plantes? En gros, est-ce qu'on peut perturber les mécanismes par lesquels finalement les bactéries de ce microbiote ou de la rhizosphère vont aller vers les racines des plantes pour interagir avec ces mêmes racines? Ouais, je ne sais pas trop, mais il faut en faire pour perturber des micro-organismes quand même. Ouais. Hmm. Ok. Je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Ouais, ok. Une question de Christophe Barbeau. Manque d'énergie métabolique et de photosynthèse de la plante égale défaut de défense naturelle. C'est posé comme une question. J'ai pas entendu le début, pardon. Manque d'énergie métabolique et de photosynthèse de la plante Oui. égale défaut de défense naturelle. Est-ce que c'est égal à défense naturelle? C'est posé comme une question, pas comme Ah, d'accord. un fait. Bah, en fait, si la plante physiologiquement n'est pas en très bon état, si l'efficacité de la photosynthèse est diminuée pour une raison donnée, ça va quand même se concrétiser assez directement au niveau de l'écologie des micro-organismes de la rhizosphère, parce que va y avoir un impact sur les rhizodépôts qui vont être rendus disponibles. D'accord. Ok. Alors, Simona Vézac, qui reprécise la question et défense naturelle et rendement, qu'on avait trouvé un peu civil, mais c'était, alors elle rebondissait sur sa question précédente sur la vigueur des plantes. Ce à quoi elle faisait référence, c'était voilà, défense naturelle, stimulation des défenses naturelles ou augmentation du rendement. C'était ça qu'elle mettait derrière. Ah, d'accord, oui. Ben, on a l'habitude de lire qu'il y a un trade-off un peu entre les phénomènes de protection et de croissance quand même au niveau de la plante. Donc, quand on regarde en fait les effets bénéfiques des micro-organismes, c'est des fois un peu compliqué, parce que
quelquefois on voit des effets positifs sur le développement de la plante. Et puis on s'aperçoit par exemple que ultérieurement, on observe des phénomènes de compensation au niveau du champ, et quand on arrive au moment du rendement, il n'y a pas forcément une différence significative au niveau de la plante. Donc il y a aussi des effets d'assurance qui sont importants, qui vont se concrétiser ou pas par des effets positifs sur le rendement. Pour ce qui est des effets de phytoprotection, il y a une littérature assez importante qui démontre que de nombreux micro-organismes peuvent contribuer à limiter les problèmes d'infection sur plantes. Après, bien sûr, ça dépend quand même à la fois des caractéristiques du génotype végétal, de la pression de maladie et des aspects d'interaction entre aussi les micro-organismes bénéfiques et le pathogène. D'accord. Donc, une autre question de Christophe Barbeau. À quelle teneur en phosphore ou en nitrate la plante ne peut-elle plus interagir avec les micro-organismes? Ah, ne peut-elle plus? Ça, à vrai dire, j'en sais rien, mais je me souviens d'expérimentations où sur des légumineuses, il y avait eu des quantités d'engrais croissantes qui avaient été utilisées. Alors, aux faibles doses d'engrais azotés, notamment le type engrais starter, on avait plutôt une stimulation de la mise en place de la symbiose fixatrice d'azote avec des rhizobiums léguminosarums. Et puis, à mesure que les systèmes d'apport d'engrais augmentaient, on se retrouvait à une situation où la plante sollicitait de moins en moins ses partenaires microbiens. Et en fin de compte, si on rajoute une grande quantité d'engrais azotés, les légumineuses ont tendance à faire assez peu de nodosité, de ce que j'ai vu sur le terrain. Et puis, je me souviens que les gens qui travaillaient sur cet essai me disaient que s'ils attendent que la symbiose fixatrice d'azote soit bien en place, s'ils rajoutent à ce moment-là des quantités d'engrais azotés élevées, en fait, il y a même une régression du fonctionnement des nodosités qui s'étaient jusqu'ici formées. Donc effectivement, l'utilisation des engrais peut avoir un impact important, notamment pour les interactions symbiotiques comme la fixation d'azote, ou bien si l'on utilise des engrais phosphatés par rapport aux champignons mycorhiziens. Ok. Une question d'un spectateur anonyme. Valoriser plus de micro-organismes bénéfiques permettrait-elle d'utiliser plus de vieux légumes et de rediversifier les productions agricoles? Attends, est-ce que tu peux recommencer le début de ta question? Je n'ai pas entendu. Valoriser plus de micro-organismes bénéfiques permettrait-elle d'utiliser plus de vieux légumes et de rediversifier les productions agricoles? Ah, je ne sais pas si on a besoin de ça pour valoriser les vieux légumes. Ouais. À vrai dire, je pense qu'on devrait le faire, mais indépendamment des micro-organismes même. En tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que dans la communauté des microbiologistes, il y a beaucoup de questionnements sur les aspects évolutifs et sur la façon dont les micro-organismes ont… Parce que les vieux légumes, c'est des génotypes qui vraisemblablement étaient davantage en interaction avec les micro-organismes du sol. Et donc, dans notre communauté scientifique, beaucoup de monde se pose la question de savoir où est-ce qu'il faudrait aller retrouver des vieux génotypes de plantes pour accéder peut-être à des micro-organismes phytobénéfiques plus performants. Ok. Alors, il y a une question qui était à la fois sur le chat et puis sur le QR. À propos des endophytes transmis verticalement, voit-on plus ou moins ou autant de différences entre les cultivars modernes et anciens qu'avec les rhizosphériques? Est-ce que… Moi, je manque de recul sur cette question-là. En fait, nous, les manips qu'on a fait sur les endophytes, on n'avait pas on travaillait sur la diversité génétique du maïs, mais on n'avait pas particulièrement de vieux cultivars dans notre manip.
D'accord. Et donc, si je reste sur converser, là, bon, il y a Marc Grenet qui fait un commentaire sur les mycorhizes, l'apport de phosphore est négatif. Un effet négatif. Oui, voilà. Oui, oui. OK. Alors, si j'essaie de reprendre la liste des questions. Donc, je me perds. Voilà, je me suis un peu... Je manipule assez mal cet objet. Attends, je ne retrouve plus mes questions, là, désolé. Je vais y arriver. Thierry, Oui. tu as coupé ton micro, non? Non, c'est juste que je suis en train d'essayer de reprendre le fil de mes questions. Là, j'ai fait une touche malheureuse. Mais je vais, voilà, je vais y retrouver. J'y arrive. Il y avait un commentaire de Pascal Ratet que je vois comme on est dans les doses là, vers 15 millimolaires de nitrate, il n'y a plus d'interaction avec Rhizobium. Pour compléter le. D'accord. Et... Merci. J'ai une question à Yvan. Oui. La plupart des espèces que nous avons domestiquées sont cultivées en dehors de leur centre d'origine. Est-ce qu'il y a des recherches de rhizosphères dans ces centres d'origine? Le microbiote de la rhizosphère de ce centre d'origine. Oui, alors ça c'est des choses qui se font. Nos collègues toulousains comme Guillaume Bécard, par exemple, est très intéressé par ces aspects-là sur le blé, avec son collègue Roux aussi là-bas. On s'était posé la question avec des collègues qui travaillent sur le maïs, si on pouvait faire la même chose. Et en fait, dans les zones de diversification, enfin de domestication de la théocinthe, apparemment, c'est des zones qui sont plus très sûres et il vaut mieux pas essayer d'y aller de nos jours. Et donc, ça a calmé nos velléités, ça. OK. Et donc, une question, la quid des modes d'inoculation des semences par des mélanges microbiens? Quid des modes d'inoculation des semences par des mélanges microbiens? Quel est ton... Je ne sais pas si c'est une question ou... Est-ce qu'il y a ça, oui. Moi, je traduis ça, est-ce que peut-être, est-ce que ça, finalement, c'est une façon de modifier la microflore en interaction avec la plante en apportant un cortège microbien en le mettant directement sur la semence? Bon, c'est des approches qui se font. Est-ce que oui. Et puis d'ailleurs, est-ce que ça a un impact? Oui, c'est Marc Grenet qui pose la question. Salut Marc, qui a beaucoup travaillé aussi sur cette question, sauf erreur. Et donc, effectivement, les approches d'inoculation, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Disons que quand on s'intéresse au microbiote, on va sans doute jamais mettre tout le microbiote sur une semence. Et le microbiote, il a un avantage, c'est qu'il est déjà présent dans le sol, quoi. Donc, la question, c'est quel est le type de cultivar qui sera mieux à même de tirer profit de ce microbiote. Mais on voit aussi qu'on peut obtenir des résultats très intéressants si on inocule avec des semences avec un mélange de micro-organismes. Et donc ça c'est un domaine sur lequel il y a beaucoup de recherches actuellement. Je pense que c'est un domaine qui est prometteur, également. Et d'ailleurs, la question de l'interaction avec le microbiote, elle est importante parce qu'elle va aussi déterminer la capacité des micro-organismes que l'on introduit à subsister et à fonctionner suffisamment longtemps, en tout cas pour exercer leurs effets bénéfiques. Et donc, même là, les aspects microbiotes sont importants, effectivement. D'accord. J'ai l'impression que je suis arrivé au bout des questions, soit sur le QR, soit sur le canal conversé, mais il y avait un commentaire ou plutôt un salut de Agnieszka Klonowska, j'espère que je n'écorche pas le nom, qui te félicite pour la présentation, mais surtout qui nous dit bonjour du Burkina Faso.
Vraiment, tu es écouté jusqu'en Afrique. Voilà, Bon. c'est très bien. Et sauf si quelqu'un a une question voilà, brûlante, une Tiens, dernière. je vois un commentaire de Marc qui dit les crucifères ne sont pas des amis des mycorhizes. C'est vrai, mais on s'aperçoit là maintenant que même chez Arabidopsis, on a des champignons qu'ils appellent pseudo-mycorhiziens, qui ne sont pas des champignons mycorhiziens classiques, mais pour lesquels se posent des questions en termes d'apport fonctionnel pour le développement de la plante, y compris au niveau de la nutrition phosphatée. Ok, merci. S'il n'y a plus de questions, peut-être, j'en vois pas, je crois, pas de nouvelles tout au moins. Donc on va remercier peut-être Yvan voilà, pour sa présentation, pour le dynamisme de ses réponses aux questions et puis tous les participants. Finalement, ça a été un échange assez riche et très diversifié, comme le sujet finalement. Et donc, merci à tous et bientôt pour le prochain webinaire dont va nous parler, je pense, Yvette. Oui, écoutez, bonjour, rebonjour. Le prochain webinaire organisé par la FBV se tiendra le 13 avril à 10 h sur un thème qui est naturel versus non naturel, avec 3 personnes qui nous présenteront leur façon de voir. Christian Lévesque, son prénom m'échappe, Catherine Larère et François Képès. Les 2 modérateurs de ce webinaire seront Alain Deshaies et Brigitte Laquièze. Donc, je vous donne rendez-vous le 23 à 10 h et le 13 avril à 10 h. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire. Il faut s'inscrire à chaque webinaire.